Bonjour à tous, deuxième partie de cette vidéo sur, sur cette potentielle crise de coronavirus. Alors, il y a un excellent livre, NRBC, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, avec une couverture hommage à un jeu vidéo, mais qui est quand même effectivement anxiogène, mais dans la réalité, si on est bien préparé, ça va. Alors, le risque biologique est parfaitement angoissant puisque il y a ce côté épidémie qui, dans notre subconscient, nous rappelle les grandes épidémies qui ont fait des millions de morts. Lors, par exemple, de la grippe espagnole de 1918-1919, il y a aussi les épidémies qui, depuis la nuit des temps, enfin, pas tout à fait la nuit des temps, mais en tout cas depuis que depuis que l'espèce humaine vit dans des villes, a fortement terrifié, littéralement terrifié les citadins lorsqu'il y avait, par exemple, à Athènes, la peste, le choléra. Il y a eu de nombreuses épidémies de peste. Évidemment, la plus violente a été celle du XIVe siècle, 1348-49, à travers l'Asie et l'Europe, qui ont tué à peu près la moitié de la population. Donc c'est un truc inimaginable pour les populations d'aujourd'hui, d'imaginer la moitié de la population qui meurt. C'est des conséquences sociales, en plus humaines et évidemment émotionnelles. Vous imaginez, vous avez 8 enfants, il y en a 4 qui meurent, parce qu'à l'époque c'est comme ça, eh bien c'est ultra violent. Donc la moitié des gens que vous connaissez, la moitié de votre famille, la moitié de vos collègues au travail, tac, la moitié des gens qui meurent. C'est un truc qu'on ne s'imagine pas du tout aujourd'hui. Et donc c'est resté quelque part dans le subconscient collectif quelque chose qui est terrifiant. Donc chaque fois que nous avons des annonces de potentielles pandémies, vous vous souvenez la grippe H1N1, la grippe porcine, il y en a eu d'autres, le SRAS, etc. Il y a un petit élément de stress. Alors pour l'instant, ça a été géré. Alors disons d'abord les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que nous vivons dans un monde avec une hygiène personnelle, en tout cas en Occident et en Asie, qui est infiniment supérieure à ce qu'elle était encore il y a 60 ou un siècle, clairement. Aujourd'hui, nous savons qu'il faut se laver les mains, nous savons qu'il faut se laver les fesses. Encore une fois, je parle de l'Occident et de l'Asie. Hein. Le reste du monde, c'est pas encore ça. Enfin bon. Euh, et en Asie, il y a 2 3 pays où ils ont encore des efforts. Mais enfin, ça se fait et ça fonctionne pas mal. Euh, donc l'hygiène est infiniment supérieure. L'hygiène publique, l'hygiène dans la rue, l'hygiène chez soi, l'hygiène un petit peu dans les transports. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Ensuite, il y a le système immunitaire de l'être humain tel qu'il est aujourd'hui est infiniment supérieur à celui d'avant qui était basé en fait était dans un mode de vie monodiète où on mangeait du pain, on mangeait des galettes, on mangeait malheureusement pas assez de protéines animales, on mangeait pas assez de légumes frais. C'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des périodes dans l'histoire où on mangeait excellemment bien, en niveau de diversité, en niveau de qualité des aliments. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans un monde où on mange de nouveau assez mal pour une raison non pas de quantité mais de qualité nutritionnelle des aliments. Mais dans l'ensemble, notre système immunitaire est encore bien, encore meilleur que ce qu'il était il y a un siècle ou bien sûr avant. Et donc, notre capacité à répondre à des organismes potentiellement nocifs, donc pathogènes, virus, bactéries, etc., est bien supérieure à ce qu'elle était avant. Et donc, nous avons une bien meilleure capacité de répondre. Donc c'est plutôt bien. Donc, dans la manière de lutter contre ce genre de problématiques, nous sommes mieux organisés. Troisième élément, nous avons des organisations internationales avec des ramifications locales auprès des hôpitaux et des autorités, des services de santé de chaque ville, même de chaque petit village, si on veut, qui ont des capacités d'information et de communication immédiates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un médecin dans un village en Chine qui constate une infection ou un nouveau virus qui apparaît, il en parle aux autorités chinoises qui elles-mêmes communiquent directement avec l'Organisation mondiale de la santé. Normalement, si tout se va bien, en tout cas les procédures sont ainsi. Et donc très très vite, vous avez des spécialistes qui peuvent se pencher. En 24 heures, vous avez des tissus congelés des éventuels malades ou des victimes qui sont transportés dans les laboratoires à travers le monde ou des gens spécialisés avec des matériels incommensurablement supérieurs à ce qu'il y avait dans le passé, sont capables de faire des analyses, comprendre comment ça fonctionne, faire des tests. Il y a des souris qui vont y passer, c'est comme ça, mais ils vont faire des tests sur des souris, sur des cochons, sur des singes, et très très vite,
on va en tout cas comprendre la manière de propagation de la bestiole, du virus ou de la bactérie, et surtout comment dire, la manière de fonctionnement au niveau cellulaire, comment ce virus, comment cette bactérie agit, et éventuellement on peut aussi faire des tests avec ce qui existe. Alors dans le cas des bactéries, nous avons des antibiotiques, parce que la bactérie est un être vivant, donc les antibiotiques, anti-vie, en bios, vie en grec, travaillent vont être testés sur chacune. On va tester différents antibiotiques. Il y a différentes échelles de puissance, si on veut, de ces trucs qui détruisent tout sur ces bactéries. On va pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne. Dans le cas des virus, c'est un petit peu plus compliqué. On travaille sur des rétrovirus, sur des antiviraux, pardon, sur des éléments plus ou moins chimiques qui sont capables de travailler sur le virus. Alors là, je botte en touche par rapport au fonctionnement, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais il y a aussi pour les gens qui se préparent des antivirus naturels. Par exemple, il est bien connu depuis toujours que l'ail est un aliment qui a des propriétés de renforcement du système immunitaire particulièrement efficace contre une grande partie des virus. Nous avons aussi des médicaments qui aident le corps à combattre le virus, et la plupart de ces médicaments sont basés sur des molécules naturelles, mais certains sont aussi basés sur des molécules synthétiques ou fabriquées exprès. Donc il y a tout un éventail de possibilités. Et puis, dans le cadre des virus, il y a la possibilité du vaccin. Ça ne marche pas toujours, ça ne marche pas toujours parfaitement bien, mais en tout cas pour un grand nombre de virus qui sont bien connus, il y a énormément de vaccins qui fonctionnent assez bien. Ce n'est pas le seul moyen de bloquer un virus, et le vaccin n'est pas, on va dire, le pistolet, la balle en argent pour tuer le loup-garou, si vous voulez ce que je veux dire. Il peut y avoir une combinaison d'effets qui rendent le vaccin efficace ou pas. Mais le problème, évidemment, c'est que le vaccin ne peut pas se faire en 5 minutes basé sur un virus qu'on ne connaît pas et qui est nouveau. Ça, c'est la logique même. Il faut d'abord étudier le virus, parce que le virus est assez complexe, ce n'est pas tout à fait un être vivant. On l'explique dans le livre, on explique ce que c'est. Je vais vous lire peut-être un extrait. Ce sont des micro-organismes infectieux à structure bien définie, des parasites absolus des cellules vivantes, possédant un unique type d'acide nucléique et se reproduisant à partir de leur seul matériel génétique. En fait, ce ne sont pas des êtres vivants dans le sens où ils ne se reproduisent pas par eux-mêmes. Ils ont besoin de prendre le noyau et la capacité d'une cellule vivante, donc en l'occurrence de l'être humain, lorsque ce sont des virus de l'être humain, et d'utiliser cette cellule pour se reproduire lui-même. Et ce faisant, ils la détruisent, et lorsqu'ils sont trop nombreux, ils détruisent trop de cellules, et ils commencent à provoquer des problèmes. Par exemple, les virus de type hémorragique, comme le fameux Ebola, détruisent tellement les cellules du foie et d'autres organes du corps qu'ils tuent assez rapidement, et dans 50% des cas, en tout cas chez les hommes d'ethnie africaine en général, ça n'a pas l'air du tout d'être le même cas chez les ethnies européennes, ni asiatique. Donc voilà, c'est un virus, le virus Ebola, qui est particulièrement adapté à l'africain, parce que nous ne sommes pas tous pareils. Et les médecins le savent, donc bon, c'est comme ça. Alors le coronavirus devrait être un virus du groupe 4, donc c'est quand même assez méchant. C'est pas un virus qui te file un rhume et ensuite c'est fini. Là, c'est quand même un virus qui peut tuer. D'ailleurs, il y a eu une dizaine de morts déjà. Et ils peuvent se propager assez. Il y a une classification de différents virus. Et voilà. Alors ici, voilà, groupe 4, c'est des virus à simple brin, à polarité positive. Ça, c'est l'aspect technique. Coronavirus, donc c'était bien ça, comme typiquement, aussi comme les flavivirus ou les togavirus. J'ai jamais vu un virus en toge romaine, mais ça doit être ça, un togavirus. Non, mais sérieusement, les exemples de maladies de ce genre de catégorie de groupe 4, c'est par exemple le SRAS, fièvre jaune, la dengue, le Zika, la rubéole, chikungunya, etc. Tandis que le Ebola, c'est un virus du groupe 5. Le Marburg, donc fièvre hémorragique, la rage ou la grippe. Donc, ça a l'air d'être moins grave en fait le coronavirus que la grippe. Le problème, c'est qu'ils peuvent muter.
Et donc ces virus peuvent évoluer, et comme on ne connaît pas encore très bien ce virus précis, nous ne savons pas si les morts qu'il y a eu en Chine, c'est des gens particulièrement faibles, ou étaient des gens âgés, ou des enfants avec un faible métabolisme, une faible capacité à répondre à cette agression virale, ou pas. Donc c'est effectivement un petit peu encore des périodes voilà, où on n'a pas encore la réponse. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait que ça se propage par voie aérienne, donc c'est les toux, les éternuements, les postillons, et évidemment ça met un grand nombre de virus en suspension dans l'air, et qui vont être inspirés par des individus à proximité. Ça peut se faire par contact, lorsqu'on embrasse quelqu'un, lorsqu'on serre serre la main. Vous pouvez, du sexe oral, ça va, mais embrasser, c'est pas bon. Voilà. Et on peut évidemment, de manière indirecte, c'est-à-dire si on touche un objet où quelqu'un 2 minutes avant avait éternué dessus, et ben forcément ensuite si vous portez vos mains qui ont touché cet objet à la bouche ou au nez ou aux yeux, etc., il y a des chances que vous puissiez être contaminé. Donc poignée de porte, main courante d'escalator, des trucs dans les transports publics, les billets de banque, etc. Donc ce qui est intéressant dans ce genre de truc, et qu'on explique dans RBC, c'est que la première chose, c'est tout d'abord d'être à l'écoute de la propagation. Parce que il y a une semaine, on parlait de 2 morts. Là, aujourd'hui, on parle de plusieurs dizaines de morts. Si la semaine prochaine, on parle de plusieurs centaines de morts, on commence à tracer un graphique de la progression. Et en sachant que les informations sont probablement toujours quelques jours, ou en tout cas, en minimum quelques jours, et peut-être même une semaine de retard sur la réalité. Donc on commence à plotter, c'est un mot en anglais, je ne suis pas sûr que la signification soit la même en français, mais on commence à faire la trame de la progression. Si dans 3 semaines, on nous parle de plusieurs milliers de morts, là, on est sur une potentielle pandémie. On n'y est pas encore, donc tranquille, reposez-vous, ne stressez pas. En plus, on a un hiver chaud, je ne sais pas chez vous, mais ici en Suisse, on a un hiver plutôt chaud, donc il est propice au rhume, mais à voir s'il est propice pour la propagation de ce genre de virus. Peu importe, en tout cas, à vérifier, mais en tout cas, si ça devait se propager, eh bien, c'est votre job, c'est votre travail en tant que personne responsable, personne qui se prépare, personne qui écoute et qui se renseigne, de regarder les sites où on va parler de ces infos. Non pas des sites complotistes qui diraient sans aucune preuve attention, c'est Bill Gates et ses vaccins qui sont en train de propager le coronavirus. Non, non, c'est rien. Laissez-le tranquille, ce pauvre homme, euh, pour une fois qu'il n'a rien fait, a priori. Euh, Bref, et donc ça peut être tout à fait l'opportunité d'aller voir des sites du type l'OMS, donc who.org. C'est là où je vais régulièrement, toutes les semaines, je fais le point, je regarde un petit peu si Ebola se propage, s'il y a des nouveautés qui arrivent. Juste pour savoir, pas pour être un peu voilà, informé de ce qui se passe, d'autant que j'habite la ville où est le siège de l'OMS, où vont et viennent les docteurs qui vont dans les zones dangereuses. Et donc j'ai intérêt à savoir, parce que Genève serait, en cas d'épidémie mondiale de maladie nouvelle, un des cœurs, un des points de propagation principaux. Alors aujourd'hui d'ailleurs on parle que ce serait un virus qui est amené par des chauves-souris. J'en sais rien, c'est possible. En Chine, il y a la relation homme-animal différente qu'en Afrique, mais quand même très forte, si vous voyez ce que je veux dire. Plutôt alimentaire et gustative en Chine. Alors, bref, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je n'ai pas l'esprit mal tourné, mais j'ai été en Chine. Je vois bien que dans les campagnes, les gens vivent vraiment très proches avec les animaux dans la même maison. C'est vraiment un problème de transfert des virus qui mutent pour aller sur l'homme, notamment passant des poules des poulets, des volailles et du cochon passant à l'homme, mais aussi, mais aussi parce qu'ils bouffent de tout. Ils mangent tout ce qui a des pattes et des pieds, sauf les tables et les chaises. Donc forcément, tôt ou tard, il y a des contaminations qui passent. D'ailleurs, même à l'époque, hein, les maladies, elles ont tendance à passer des pays de l'Est, enfin de la Chine, donc l'Orient, vers l'Occident, parce que les densités de population, même il y a 1000 ans, même il y a 2000 ans, même à l'époque de la peste de Justinien, en 700 et quelques
eh bien, elles sont arrivées par l'Orient parce que c'est là-bas où il y a plus de chances que ces maladies, parce qu'il y a plus de gens qui vivent dans des villes, des grandes villes déjà à l'époque, eh bien, c'est là où le virus va se dire, eh tiens, tiens, j'ai une nouvelle version de moi-même mutée, elle se propage mieux, c'est celle-là, et puis elle est peut-être plus agressive ou moins agressive, ça dépend. Mais si c'est une des plus agressives, eh ben, pouf, 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 elle va créer des épidémies. Bref, donc la première chose à faire, c'est de vous renseigner, de écouter les informations, de voir ce qui se passe, et donc de savoir si c'est dangereux ou pas. Parce que si on vous dit, voilà, il y a eu 20 morts cette semaine, puis encore 10 morts la semaine suivante, et puis encore 20 morts la semaine d'après, en fait, c'est une progression stable, c'est rien, et puis ensuite, le virus mute, ça passe à autre chose, et donc c'est faible. Le problème, c'est quand, enfin, moi, en gros, à partir de 10 000, en dessous de 10 000 morts, ça m'intéresse pas. À partir de 10 000 morts, je commence à regarder de manière précise. Et dès qu'on parle de 100 000 morts, j'ai un plan de me barrer, parce que là, ça commence à devenir méchant. Et surtout, on n'arrive plus à le contenir. Il semblait que la Chine fait un travail de quarantaine sur certaines villes. Donc ça veut dire qu'ils prennent la chose au sérieux, non pas parce que le virus serait potentiellement dangereux, en tout cas ils veulent donner une image de sérieux. Lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Ebola 2015-2016, on le cite dans le livre, on fait les louanges du ministère de la Santé du Sénégal, qui a très très bien agi. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, on se moque facilement des Africains, parce que bon, mais en réalité, ils sont capables de très très bien s'organiser, et eux appliquent les règles de manière telle qu'on leur a apprise, c'est-à-dire de manière efficace. Eux n'ont pas de concept de politiquement correct à la con comme chez nous. Nous, chez nous, on interdirait, on ferait jamais de quarantaine s'il y avait une maladie en Afrique sur les avions qui viendraient d'Afrique pour dire ah ben non, parce que si on fait une quarantaine et qu'ensuite on pourrait dire qu'on est raciste, alors on préfère mourir de la maladie plutôt qu'être raciste. Ah non, 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 on préfère mourir. Non, en Afrique, les Sénégalais ils disent putain, la maladie qui vient de Guinée, allez vous faire foutre, on ferme les frontières, et ils ont laissé passer personne. Et il n'y a pas eu de contamination, ils ont mis en quarantaine le pays voisin, ils ont fermé tout, tous les mecs qui faisaient du commerce, machin, tant pis, ils ont fait faillite, ils n'ont pas pu faire leurs affaires, et personne n'est passé. Et ils ont mis l'armée, ils ont mis tout ce qu'il faut, ils ont été très bien, donc chapeau, et donc ça prouve bien que l'Afrique peut faire des choses très très bien à partir du moment où ils s'organisent, à partir du moment où ils le font sans corruption et avec efficacité. Donc chapeau les artistes. Une fois que vous avez ces informations, euh, vous pouvez choisir ensuite un mode de vie. Si vous considérez que le risque est relativement faible, ce qui à mon avis va être le cas pour ce coup-ci, vous pouvez continuer votre vie de tous les jours. Simplement, vous faites comme font les Chinois et les Asiatiques, pas maintenant, hein, mais peut-être dans quelques semaines, où vous avez, alors ici on donne une liste de différents matériels dans la quatrième partie du livre, matériels qui vont de petits masques, non c'est celui-là, le dernier, celui-là. Là. Des petits masques de type FFP3, ça, c'est un masque déjà vachement avancé qui filtre 99% des particules, qui va largement filtrer des virus de ce type-là. Vous avez des filtres peut-être moins efficaces comme... alors ça, vous les mettez quand? Vous ne les mettez pas 24 heures sur 24, mais vous les mettez dans les transports publics, par exemple. Et dans les transports publics, si vous voulez vraiment pousser la chose très très loin, vous portez des gants. Et quand vous enlevez les gants parce que vous êtes au travail ou lorsque vous rentrez chez vous, vous posez vos gants, le virus il ne va pas vivre éternellement hein, sur les gants. Au bout d'un moment, il meurt à l'air libre. Mais vous lavez les mains avec du savon. Et plusieurs fois dans la journée, vous lavez de toute façon les mains avec les savons. Si vous voulez pousser le truc, si vous êtes comme moi avec un peu de barbe, vous lavez le visage avec du savon souvent dans la journée. Et moi, j'ai un léger trouble obsessionnel compulsif de fait de me laver les mains. Pas au niveau euh, clinique, c'est-à-dire que je ne vais pas me laver les mains pendant une demi-heure. Mais j'aime bien me laver les mains souvent dans la journée. Donc, c'est un bon réflexe en fait. Donc, c'est vrai que voilà, le jour où il y a cette épidémie, si vous serrez la main à quelqu'un, vous ne mettez pas les doigts dans la bouche tout de suite. Quoi. Vous allez d'abord vous laver les mains avec du savon. Et vous faites gaffe parce qu'on a une propension à mettre plusieurs centaines de fois par jour les mains en contact avec des muqueuses du visage. On se tripote les yeux, le doigt dans le nez, les doigts dans la bouche, tout ça. Voilà. Ça va vite.
Donc vous pouvez mettre en place des mesures assez simples, assez légères, on explique ça un petit peu dans le bouquin, et dans les transports publics, vraiment, si vraiment il y a un risque aujourd'hui de choper ce truc, eh ben, vous mettez un masque comme font les Chinois, les Japonais dans les villes, vous les voyez toujours, surtout en hiver, alors ils le font aussi contre la pollution, mais ça peut être, oui, vous mettez vos gants, vous mettez votre masque, ça marche très bien. Deuxième chose que vous pouvez faire si ça devient très très grave, ben vous vous calfeutrez chez vous, vous sortez pas. Mais encore une fois, c'est si les gens ils meurent comme des mouches. Mais c'est pas du tout le cas et c'est pas a priori ce sera pas le cas. Donc calmos, on se prépare tranquillement et voilà voilà. Alors moi je vous propose la chose suivante, c'est qu'on va faire une troisième vidéo où je vais discuter avec mon ami Chris Millennium qui est le co-auteur du livre NRBC dans quelques jours, dans quelques semaines, où on va vous parler un petit peu de plus en détail et surtout avoir son expérience professionnelle, lui qui a été responsable du groupe NRBC du GIGN en France. Deuxième chose que je vous propose, c'est que comme le livre est toujours pas réimprimé, mais ça ne saurait tarder, nous sommes en janvier 2020, bientôt il ressort. En attendant, je vous propose la chose suivante. Je vais mettre le lien ici d'une version pirate, qui est un PDF qui a été fait par des gens mal intentionnés, mais c'est pas grave. Ils aident à propager mon livre, mes livres, donc c'est très bien. Et donc vous trouverez la version en PDF que vous pourrez télécharger de ce livre. Et à ce moment-là, si vous la trouvez bien, peut-être qu'une fois que le livre est ressorti, vous aurez envie de l'acheter. Ou alors, pour me remercier, vous me faites un petit don sur Patreon ici ou sur mon compte PayPal que je mettrai ci-dessous. Si vous me faites un don de 2, 3, 5 euros, ben, ce sera toujours apprécié. Ce sera pour la bonne cause et ce ne sera pas perdu pour tout le monde parce que je réutilise en fait cet argent. En partie, je le redistribue en m'abonnant moi-même à des autres comptes Patreon pour les soutenir. Donc ça fait tourner un petit peu l'économie. Je ne dépense pas tout en Nutella. Et puis ça m'aide à financer la production des prochains livres. Et puis c'est un symbole, ça veut dire que vous soutenez mon travail et ça me motive à continuer à faire des vidéos, etc. Donc à bientôt pour la 13e vidéo. Le lien pour le PDF est ici. À très bientôt et préparez-vous.